Radio J. Philosophie, une émission de Blandine Kriégel. L'émission de Blandine Kriégel Philosophie, consacrée à l'actualité des philosophes, porte aujourd'hui sur l'actualité des stoïciens. Nos invités sont le docteur Marielle David, psychanalyste et pédopsychiatre, l'historien et géopoliticien Alexandre Adler, le doyen de philosophie François Guéry, et enfin, votre serviteur. Nous présentons un texte d'Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens du monde antique. La seule chose que les dieux ont mis en notre pouvoir, c'est celle qui est de la plus haute importance, l'usage correct de nos représentations. Ils n'ont pas mis les autres choses en notre pouvoir. Ils nous les auraient également confiées s'ils l'avaient pu, mais ils ne le pouvaient pas, car nous sommes sur Terre et liés à un corps terrestre et à des compagnons terrestres. Que dit Zeus ? Épictète, si cela avait été possible, j'aurais rendu ton misérable corps et ton petit avoir libre et sans entrave. Mais tel qu'il est, souviens-t'en, ce corps ne t'appartient pas en propre, puisqu'il est un fin composé d'argile. Puisque néanmoins je n'ai pas été capable de faire cela, je t'ai donné une partie de moi-même, un pouvoir de rechercher et d'éviter, de désirer et de fuir, en un mot le pouvoir de te servir de tes représentations. Si tu en prends soin, et si tu places en lui tout ce que tu as, tu ne seras jamais empêché ni entravé. Tu ne te plaindras jamais, tu ne blâmeras jamais, et tu ne flatteras jamais personne. Épictète, entretien, première partie. Merci, cher Alexis. C'est un texte très surprenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, puisque tout le monde sait que les stoïciens, ces moralistes de la période hellénistique, au déclin des républiques de cités antiques, d'Athènes et de Rome, c'est-à-dire d'abord des Grecs, il y a toute une galaxie, n'est-ce pas, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et ensuite des Romains, et en particulier Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, que nous connaissons très bien. Eh bien, tout le monde sait qu'ils ont distingué les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Et pour vivre heureux, ils nous ont proposé de nous recentrer sur nous-mêmes afin de garder notre invulnérabilité. Je crois qu'Épictète parle de la constance du sage et surtout de la tranquillité de l'âme. Bref, une morale pourtant de guerre, de destruction et d'épidémie qui peut-être a des chances aujourd'hui, évidemment, de nous interpeller. Alors, je reviens au texte, bien sûr, c'est ce que nous souffle ici Épictète, qu'une seule chose est entre notre pouvoir, c'est-à-dire d'agir sur nos représentations, puisqu'en fait, on ne peut pas grand-chose sur les circonstances extérieures et pas non plus sur les autres hommes. Mais en compensation, Dieu, en l'espèce c'est Zeus, nous a donné le pouvoir, dit-il, de nous servir de nos représentations, qui sont d'ailleurs une partie de Dieu même, qui nous a conservés pour nous garder une part de liberté en nous délivrant de la toute-puissance du monde extérieur. J'ajouterais qu'on sait beaucoup moins que cette grande philosophie, qui est sur plusieurs siècles, et d'ailleurs ce texte en témoigne partiellement, n'est pas seulement une morale, mais qu'il comportait également une logique et une physique, d'abord une logique des propositions et de la représentation. Pour eux, le langage ne vise pas directement les choses, mais le signifiant, à travers un contenu, le signifié, et les expressions, les exprimer, sont liés à nos représentations. Bref, la vérité ne s'énonce que dans la représentation et l'assentiment que nous lui donnons. Ensuite, une physique. La connaissance coïncide avec l'âme du cosmos, le pneuma, n'est-ce pas, qui est l'âme du monde, qui est en nous, et un Dieu cosmique immanent au monde. J'ajouterais également que pour les stoïciens, c'est seulement par la rectitude de notre volonté, on voit apparaître la volonté, dont on ne parlait pas beaucoup avant, que dépend notre indifférence au mal, aux maladies, à la maladie, à la mort. Donc le sage ne doit pas penser à changer l'ordre du monde, il doit seulement comprendre ses déterminations. J'ajoute, et c'est la dernière chose qu'on peut dire peut-être très brièvement, qu'il existe une dimension cosmopolitique dans la pensée stoïcienne. Alors ma première question s'adresse à vous, cher Alexandre. Évidemment sur le contexte historique, n'est-ce pas, de cette apparition de la philosophie stoïcienne. Et Hegel, n'est-ce pas, avait dit que le stoïcisme pouvait seulement surgir dans un temps de guerre
et d'esclavage universel. Mais aussi, d'ailleurs, ajoutait Hegel, dans le temps d'une culture universelle. Alors, qu'en pensez-vous ? Évidemment, Hegel, comme d'ailleurs tous les philosophes allemands de cette époque, sont évidemment d'une culture gréco-latine bien supérieure à celle de tous les autres. Malheureusement, elle est toujours dévoyante et elle est toujours dévoyée. Mais enfin, au moins, eux ont-ils bien compris de quoi il s'agit. Et ils savent parfaitement que, en effet, le stoïcisme émerge tout simplement de cette grande explosion, de ce Big Bang qu'a été le monde hellénistique. Tout d'un coup, le monde a changé de limite. Ce n'est plus la petite Grèce avec ses cités en rivalité les unes avec les autres, c'est le monde. Le monde avec l'Égypte, bien entendu, et sa fantastique culture, celle d'Alexandrie, c'est aussi l'ensemble de l'univers connu, puisque Alexandre a poussé ses conquêtes jusqu'aux limites même de son époque, en fait, jusqu'à l'Himalaya, quasiment. Et bien, donc, dans ces conditions, c'est un autre monde qu'il faut penser, un monde, effectivement, dont on peut dire exactement, comme le dit Hegel avec beaucoup d'acuité sur ce point, et malheureusement, il est mal orienté, mais au moins, l'a-t-il compris, un monde d'universalisme, mais d'un universalisme dolent. Pourquoi dolent ? Eh bien, parce que la liberté est en train de disparaître, en apparence au moins. Parce qu'aussi... l'esclavage universel. L'esclavage est universel en ce sens que les forces armées, les conquêtes se vont, viennent. Les États changent de main. Ça a commencé par le peuple juif lui-même, qui est d'abord soumis à la dictature relativement bénigne des Lagides d'Égypte, puis ensuite vont être les Séleucides, mais peu importe. Tous ces royaumes combattants qui se battent les uns après les autres font penser d'ailleurs à la Chine. Ce sont quand même des monarchies extrêmement brutales dans lesquelles le glaive est roi et dans lesquelles la justice n'existe pas. Eh bien, dans ces conditions, il y a aussi... la fin des républiques, la naissance et les empires. Mais bien entendu, il y a quand même des restes de républiques. Évidemment que la ville d'Alexandrie est une république qui ne dit pas son nom. Mais enfin... il y a aussi beaucoup d'oppression, il y a beaucoup de cynisme, il y a beaucoup d'abjection. Il y a tout ce monde, la poliorcétique, l'art de faire des sièges, qui devient un mot du grec, comme évidemment les complots. Eh bien, c'est dans ce monde dolent, je dis, et en même temps mondialisé, que finalement le stoïcisme émerge. C'est-à-dire, en fait, une philosophie de retrait en disant, eh bien, ce qui nous reste, c'est la vertu, c'est la morale, c'est un certain nombre d'invariants qui sont plutôt dans la conscience qu'ils ne sont dans la réalité, et c'est une illusion que de vouloir la changer. À ça s'ajoute, et bien entendu, le fondateur du stoïcisme, qui n'est pas rien du tout. Alors, Émile Breillet, et Zénon de Citium, qui est de Chypre, c'est-à-dire de cette île à la fois hellénisée, mais totalement sémitique. Et alors là, Émile Breillet, qui lui-même était un juif converti, mais profond, même s'il était converti au protestantisme, le dit très bien, il le dit franchement. Zénon de Citium, eh bien, se présente comme le fils de Ménécée, Ménécaïou, tout Ménécaïou Uos. Qui c'est Ménécée ? Il le dit, mais Ménécée, ça veut dire, c'est Manassé, c'est-à-dire une des tribus d'Israël. Alors peut-être était-il phénicien plutôt que juif. En tout cas, il était sémite. Oui. Et le sémitisme du stoïcisme est évidemment très très pénétré déjà, bien entendu, par la pensée juive, la pensée de la Torah. Et donc, bien entendu, dans ce stoïcisme, il y a cela aussi, et c'est cela, évidemment, que n'a pas supporté Hegel. Comme on disait déjà, le roi de Prusse, Nation, la nation, das klingt jakobinisch. Ça ressemble trop au jacobinisme, mais là, c'est stoïcisme, das klingt jüdisch. Oui. Ça sonne juif. Eh bien, et bien entendu, ça l'est. Oui, eh bien, c'est peut-être pour ça que Nietzsche dira que, en fait, le stoïcisme, c'est la transfiguration de la morale des esclaves. Mais alors, je reviens, si vous le voulez bien. Merci, Alexandre. Je reviens à vous, cher François. Mm-hmm. C'est quand, et d'abord, en m'appuyant encore une fois sur Hegel. Hegel dit qu'il n'est pas tendre avec le stoïcisme. Il ne lui fait pas une grande place. Il dit que le stoïcisme, c'est la liberté de la conscience de soi, mais comme pure abstraction, n'est-ce pas, qui se considère comme libre sur le trône, n'est-ce pas, ou dans l'esclavage.
Et donc, pourtant, voilà, ma question, je vais la formuler de cette façon, si vous le voulez bien. Au fond, le stoïcisme a eu un grand avenir, n'est-ce pas? Même si c'est moins connu, il a eu un avenir, évidemment, dans le monde romain, après le monde grec. Il a eu un avenir à la Renaissance, par exemple chez Montaigne, chez nous. Et dans le monde contemporain, parce que avec cette philosophie stoïcienne, l'idée d'un système du discours, je rappelle, ça m'a beaucoup frappé que Foucault avait appelé sa chaire au Collège de France Histoire des systèmes de pensée, avec évidemment la philosophie de la représentation, n'est-ce pas, qui est si importante pour Descartes. D'ailleurs, Descartes lui-même a une formule tout à fait stoïcienne en disant qu'il fallait plutôt changer ses désirs que l'ordre du monde. Et encore, d'ailleurs, il y a aussi chez les stoïciens l'idée d'un déterminisme physique qu'on ne peut pas contourner, mais qu'on doit comprendre et utiliser. Alors voici ma question, François, si vous voulez bien. Que pouvez-vous nous dire de tous ces aspects qui font l'actualité dans l'histoire de la philosophie du stoïcisme? Oui, Descartes s'impose évidemment comme celui qui a semblé stoïcien dans la troisième partie du discours, effectivement, quand il explique qu'il vaut mieux changer ses désirs que l'ordre du monde, alors que dans la sixième, il propose un programme finalement très réaliste et qui s'est d'ailleurs accompli, à mon avis, de transformation profonde de l'ordre du monde à partir de la médecine, une médecine qui deviendrait scientifique, qui elle-même aurait une influence sur la morale. Donc bon, Descartes accorde quelque chose au stoïcisme qui lui retire ensuite, puisque en réalité, il y a chez Descartes véritablement un projet de transformation du monde. Et alors, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une équivoque ou une tension, que d'ailleurs Hegel remarque avec sa psychologie fine habituelle. Quelle est la tension? Moi, je dirais que les stoïciens veulent établir un empire. On peut dire ça comme ça, parce que la langue parle de cette façon. Quel est cet empire? L'empire sur soi. Les stoïciens développent cette idée. Foucault. Comment? Le souci de soi, dira Foucault. Non, plus que ça quand même. Il y a un empire sur soi. Alors, j'en donne un exemple, parce que je lis le manuel d'Épictète, je lis premier degré. En serrant dans tes bras ton enfant ou ta femme, dis-toi, j'embrasse un être humain. S'ils viennent à mourir, tu n'en seras pas autrement bouleversé. Voilà ce qu'écrit Épictète dans son manuel vers le début. Enfin, bon conseil. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système? Ça paraît hallucinant, évidemment, que puisque... Alors, il suffirait de dire, quand on embrasse son enfant, c'est un être humain. On embrasse sa femme, c'est un être humain. Donc, un être humain est mortel, ils mourront, peut-être avant moi, peut-être pas, j'en sais rien. Donc voilà, on ne sera pas bouleversé du fait qu'un être humain meurt, puisque c'est dans la nature des choses. Alors, il y a donc la nature des choses à laquelle on ne peut strictement rien, et y compris quand la nature des choses, c'est la nature du bambin. Enfin, je sais pas, moi, je me vois serrant ma petite fille dans mes bras en me disant, c'est un être humain. La nécessité. Ouais, bon, il y en a d'autres, hein. Des êtres humains, il y en a des milliards sur Terre, donc, bien. Donc, il y a quelque chose qui est presque, comment dire, enfin, d'une violence étonnante pour rétablir, parce que c'est quand même ça. Le monde nous échappe ou nous bouscule, on appelle ça les représentations pénibles dans une tradition. Bon, les représentations pénibles. Donc le monde, au fond, est essentiellement pénible, même si dans le cas précis, il serait plutôt affectueux, gentil, etc. Le monde est pénible, mais il y a quelque chose, il y a un recours, c'est cette espèce d'empire sur soi qui fait que non pas en ayant la représentation, puisqu'après tout la représentation c'est comme la chose nous apparaît, si on veut. Il y a d'ailleurs une discussion, bon, il y a toujours des discussions sur tout, y compris les termes. Alors c'est fantasia, on pourrait se dire bon, fantasme, fantaisie, c'est pas vrai, etc. Non. Chrysippe fait remarquer que phanein, qui veut dire apparaître, a donné en fin de compte fantasia. Donc c'est comme le monde. Chrysippe, c'est un des premiers stoïciens, n'est-ce pas, avec Zénon de Citium. Oui, tout à fait. Je fais juste une parenthèse. Oui, tout à fait. Donc, si c'est ainsi que les choses telles qu'elles nous apparaissent, nos représentations ne sont pas nos fantaisies. Mais par contre, c'est d'ailleurs ce que dit le texte que vous aviez choisi, l'usage de cette représentation, lui, nous appartient. Et alors, on en voit un exemple de cet usage. J'embrasse un être humain. La façon dont c'est formulé, une logique, un jugement intervient pour
rétablir, si je puis dire, ce fameux empire sur soi. Nous ne sommes pas obligés d'être affectés, bouleversés, parce que nous sommes à la fois au monde et nous. Il y a une image qu'on pourrait utiliser, j'invente, le sous-marin. On vit au fond des mers, dans un sous-marin. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une bulle d'air, alors qu'on est entouré d'eau, et puis il y a des sas, on peut sortir même à extrême rigueur. Donc c'est vrai qu'il y a un empire au sein de la mer, il y a un empire humain aérien dans lequel on peut respirer. C'est pourquoi il me semble que cet empire est conquis, si je puis dire, par détachement ou isolement. Retrait en soi dans un monde étranger pour survivre et rester heureux. Puisque, en plus, franchement, je me demande quel est le bonheur qu'on peut réellement obtenir à, si je puis dire, accorder son assentiment à toutes les horreurs, toutes les pertes, tous les deuils. Sartre, à mon sens, est un dérivé. Il ne m'intéresse pas, mais enfin, c'est mon droit, après l'avoir beaucoup chéri ou je ne sais quoi. Quand il dit que le garçon de café joue à être garçon de café, ou ce genre de choses, il veut dire que c'est pas tellement le fait même qui compte, c'est la façon dont on se représente. Oui, bon. Voilà. Merci beaucoup, François. Alors, je vais me tourner vers notre docteur et psychanalyste, Marielle David. Marielle, la maladie et la mort, ce sont deux grands mots. François vient d'en parler. Mais je voudrais vous demander, apparemment, évidemment, il n'y a pas de rapport direct entre Freud et les stoïciens, mais si Freud, lorsqu'il a découvert la pulsion de mort, au-delà du principe du plaisir, d'ailleurs au moment de la montée du nazisme, et s'il n'a pas été reconduit à une réflexion qui est sinon parente, du moins qui a un certain parallélisme à celle des sages antiques, en réfléchissant précisément à la même question, c'est-à-dire comment les humains peuvent surmonter la maladie et la mort, et au fond, est-ce que sa réponse est de nature stoïcienne ou non ? On vous écoute, chère Marielle. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est effectivement que la pulsion de mort ? Très avancé dans sa réflexion, Freud, qui était un partisan de l'érotisme, de la pulsion érotique qui amène à la vie, s'est aperçu que, en effet, il y avait une autre pulsion tout à fait différente qu'il a appelée pulsion de mort. Il l'a découvert avec son petit-fils. Le petit-fils lance une balle forte, il dit, tant qu'il ne lui est pas très agréable. Ce qui lui fait plaisir, c'est de récupérer cette balle en 10 ondas. Oui. Donc, l'idée, c'est que pour récupérer quelque chose qui est perdu, eh bien, il faut une certaine pulsion et une certaine action, perte, et l'objet revient. Et cet objet est donc différent de celui qui était avant, qui d'une certaine manière est toujours perdu. Voilà le point de départ. La perte. La perte. La nécessité de perdre pour retrouver. Bien. Après ça, ce que Freud va exprimer dans son article, c'est qu'il y a une force qui, chez tout sujet, même s'il n'est plus enfant, même s'il est un adulte, va pousser à trouver ce qu'il dit inanimé. Alors, moi, je ne suis pas germaniste, donc ce mot inanimé est une traduction. Maintenant, si vous voulez, comment, pour ma part, je m'explique cette notion d'inanimé, c'est que, en effet, nous, adultes, nous ne pouvons nous représenter les choses que nous avons vécues que par le langage. Oui. Par conséquent, inanimé est un mot qu'il faut opposer à animé. Oui. C'est-à-dire que ce qui est vivant provient au départ de quelque chose qui n'était pas encore vivant, qui était inanimé, ce qui ne veut pas dire que c'était complètement mort, c'était pas animé, ce qui n'est pas la même chose. Autrement dit, si par exemple vous avez une feuille de papier et que vous voulez écrire quelque chose, vous avez la feuille qui est inanimée et vous allez l'animer en écrivant quelque chose. Vous voyez, c'est ça, c'est un autre objet.
Bien. Alors maintenant, quel est le mot, me semble-t-il, de Freud qui correspondrait à l'action des stoïciens? Je crois que le mot... Comment surmonter la mort? C'est pas ça. La maladie et la mort. C'est pas comme ça. Comment surmonter la perte de l'objet et comment le faire revivre? Je crois que c'est plutôt ça le problème de Freud. Oui. Et il va utiliser une notion qui s'appelle la sublimation. C'est-à-dire que les humains peuvent faire revivre à condition d'être capables d'un certain travail dans une certaine branche qu'ils se sont choisis, qui est le plus souvent, par exemple, artistique, et qui va permettre de faire revivre ce qui a été perdu et qui était connu par les sens. On a connu quelque chose qu'on perd et on veut retrouver. Oui, mais Marielle, là, vous ne parlez que des humains en vie. Mais quand la mort, les humains ne sont plus en vie. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire, là, non, mais là, c'est un autre problème, et là, c'est le deuil. Alors, Freud a tout à fait séparé la question du deuil de la question de la mélancolie. Parce que, au fond, pour les psychiatres, pour les psychanalystes, ce qui est évidemment étonnant, c'est que vous avez des gens qui ne perdent personne et qui pourtant sont infiniment tristes, infiniment malheureux. Donc le deuil, c'est en effet une espèce de force qui petit à petit, à force de retourner vers la personne qu'on a aimée, petit à petit s'amenuise. Ça, c'est le deuil qu'on pourrait presque dire normal, c'est-à-dire qu'on y pense, ça dure des mois, et puis à un moment, ça s'est intégré dans la vie, c'est le deuil. Et puis, il y a un deuil pathologique qui est lié à une perte imaginaire et qui fait que les humains, à ce moment-là, ne se sentent plus humains. Ils se sentent presque des animaux. Vous voyez, dans tout ce qui est de l'ordre de la psychose, le sujet malade, car nous l'appelons comme ça, le sujet qui souffre de cette mélancolie ne se sent plus humain. Alors, quel rapport... Et il ne peut pas surmonter. Oui. Vous l'expliquez très, très clairement, mais alors quel rapport avec la philosophie stoïcienne, selon vous? La philosophie stoïcienne est d'une certaine manière une utopie, dans la mesure où elle suppose que tout sujet peut dépasser un deuil facilement. Oui, voilà. Alors ça c'est votre interprétation. Bon, merci. Oui, voilà. Mais c'est votre interprétation, elle est très intéressante. Alors, je vais me tourner vers notre ami Alexis Lacroix. Au fond, Alexis, la philosophie stoïcienne, tous les grands commentateurs l'ont dit, c'est la philosophie par gros temps, n'est-ce pas? Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est celle-ci. Trouvez-vous que les recommandations morales stoïciennes, puisque c'est celles qui sont le mieux connues, c'est-à-dire le souci de soi, là j'emploie la formule de Foucault, l'idée qu'il y a une mondialisation, le cosmopolitisme, il y a un monde universel, mais que nous devons déserter toute action politique, n'est-ce pas, parce que nous ne devons pas changer l'ordre du monde, mais simplement changer nos représentations. Si vous deviez faire un tri entre ces diverses recommandations qui soient ajustées évidemment à nos problèmes, qu'est-ce que vous feriez? Je vous dirais, alors pour conclure une émission qu'il est difficile de conclure tant sa qualité est éclatante là depuis 20 minutes, mais le souci de soi est légitime, mais il ne doit pas éclipser le souci du monde. Or, on est dans un moment, depuis le début de l'épisode dit de coronavirus, de Covid-19, comme on l'appelle aujourd'hui, où il peut y avoir une tentation de retrait définitif du monde, d'abandon, de renoncement à l'action volontariste. Celle-ci comporte à l'évidence une part de sagesse. Comme le disait Descartes, vous l'avez cité tout à l'heure, Alexandre Adler l'a cité, il vaut mieux changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, dans certaines circonstances ou par gros temps, comme vous venez de le dire. Néanmoins, il est vrai que ce retrait en soi, pour survivre dans un monde étranger, s'il a permis dans la longue durée de sa survie au peuple juif de s'en sortir, n'est peut-être pas un mode d'être au monde entièrement politique et entièrement civique. En tout cas, il y a le risque pointé dans son dernier livre, d'ailleurs très intéressant, par Bernard-Henri Lévy sur le Covid-19, d'une sorte d'oubli du monde. Oui. Voilà, et donc il faudrait arriver aujourd'hui, dans l'année Corona, à proportionner le souci de soi indispensable, le souci de sa survie et le souci du monde. Oui. Un mot, cher Alexandre, pour finir. Merci beaucoup, Alexis. Je voudrais rebondir sur la remarque très profonde de François Guéry. Il y a deux sorties, en fait, du stoïcisme. Celle de Nietzsche et celle de Spinoza. Oui. Nietzsche, évidemment, dit, bien sûr, le stoïcisme, c'est le type même de la morale d'esclave. Combien d'esclaves, depuis Terence,
jusqu'à Épictète, ont pris la parole finalement dans la pensée stoïcienne. C'est une morale d'esclave. Et Nietzsche, qui a parfaitement compris Hegel, le dit de la manière brutale qui est la sienne, mais également poétique. Et puis Spinoza, qu'est-ce qu'il dit, lui? L'autre sortie. Il dit l'âme ne doit pas être, et c'est pour ça que François Guéry avait très très profond en faisant cette histoire d'empire, en faisant allusion à l'histoire d'empire, non est imperium in imperio. Oui. L'âme ne peut pas être un empire dans un empire. Oui. Et ça, c'est la sortie de Spinoza pour dire, en effet, la négation, ce n'est pas l'être à la mort et le culte de la guerre qui ressort finalement de la philosophie hégélienne, non. C'est au contraire l'amour de la vie, parce que nous ne sommes pas un empire dans un empire, nous ne sommes pas les maîtres de nos affects, mais nous sommes au monde. Mais nous sommes au monde, non pas pour le déplorer dans l'exaltation de la guerre et de la mort, mais dans l'exaltation de la vie. Le sage ne pense à rien d'autre qu'à la vie. À rien moins qu'à la mort. Moins qu'à la mort, et sa méditation est une méditation, finissez pour moi, parce que... sa sagesse est une méditation. Une méditation de la vie. Et non de la mort. Et non de la mort. Bien, écoutez, merci beaucoup Alexandre. Et donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer cette excursus dans la philosophie antique, enfin chez les philosophes de l'Antiquité. Merci.